C'est donc désormais la plus grosse licorne de France, après avoir levé 500 millions d'euros. Doctolib est maintenant valorisé quasiment 6 milliards d'euros. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escan, donc éditorialiste au Monde. On se dit quoi? Juste un petit mot quand même, parce que les chiffres, ça fait peur. 5,8 milliards d'euros de valorisation. On se dit quoi? On dit que c'est délirant, on se dit que c'est mérité, que c'est justifié pour le leader européen, on le sait, des rendez-vous médicaux. Parce que même le patron, Stanislas Niox-Château, a admis une forme de déconnexion quand même entre la taille économique de sa boîte, enfin de la plateforme, et cette valorisation, ça pèse plus lourd que, je sais pas moi, que Car France, que TF1, qu'M6, voilà. Oui, que Renault, oui, bien sûr. Évidemment, c'est déconnecté de la réalité, mais ça, c'est pas nouveau. On sait que les valorisations des sociétés, des startups aujourd'hui dépassent de loin ce qu'on imaginait il y a encore 1 ou 2 ans. C'est la conséquence, on le sait, de l'argent, de l'appétit en fait des investisseurs qui ont beaucoup d'argent à placer, tout cet argent qui provient de la bourse et derrière des banques centrales, hein, et donc tout cet argent à placer, eh bien, il échoue sur le capital risque qui est le placement à la fois le plus risqué, mais aussi celui avec le plus fort potentiel. Et Doctolib, ça représente bien cette tendance-là, c'est-à-dire que c'est une société avec un très fort potentiel, mais effectivement qui a un chiffre d'affaires qu'on peut estimer. On le connaît d'ailleurs. On le connaît ou pas, le chiffre d'affaires? Non, on le connaît pas précisément, mais ce que dit son patron, c'est que ils ont à peu près 150 000 professionnels qui sont abonnés à son service. Chacun paye entre 100 et 200 euros par mois. Donc vous voyez, si on fait ce calcul-là, on arrive entre 300 millions d'euros, quoi. Voilà, c'est ça, entre 200 et 300 millions d'euros, quelque chose comme ça, de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que l'entreprise ne gagne pas d'argent. Et donc, donc, on est sur des modèles qui sont à la fois prometteurs, mais qui restent encore quand même très fragiles. Et donc effectivement, voir des sociétés comme ça valoriser beaucoup plus que des entreprises comme Air France ou des constructeurs automobiles, alors qu'elles ont très peu d'actifs, c'est évidemment assez vertigineux. Mais au moins, ça a au moins un avantage, c'est que ça a permis pour la France de faire décoller tout un tas d'entreprises. Parce que cet argent, il est quand même utilisé, il est utilisé pour le développement, et notamment des entreprises comme Doctolib qui ont un potentiel qui est quand même l'un des plus importants de ces nouvelles licornes. Ouais, Doctolib, c'est 50 millions, je crois, d'utilisateurs en France, 10 millions en Allemagne et un peu depuis peu en Italie. Doctolib, il faut le rappeler, Philippe, c'est pas seulement un service de prise de rendez-vous médicaux, il y a beaucoup de services connexes aussi, hein. Oui, ce qui a vraiment fait décoller et a porté sa notoriété à Doctolib, c'était déjà, on le savait, un instrument formidable pour prendre des rendez-vous. 50 millions de patients, c'est quand même considérable. Ça veut dire que c'est pratiquement tous les Français qui se servent de ce service. Mais avec la pandémie, ça a donné un coup d'accélérateur à un service qui venait juste de lancer, qu'il avait lancé il y a peu de temps auparavant, qui était le service de téléconsultation. Et là, ça a donné un coup d'accélérateur formidable. Et la téléconsultation, c'est un service qui commence à devenir un service sophistiqué, à valeur ajoutée beaucoup plus importante, et qui ouvre la porte à tout un tas de services dans le domaine de la santé, autour par exemple de la dématérialisation des ordonnances ou des choses de ce type, et qui montre qu'il y a un très gros potentiel pour cette entreprise, surtout compte tenu de sa position en France qui est extrêmement puissante. Ouais. Qui a participé, Philippe, à ce dernier tour de table? On est sur des financements par des fonds étrangers ou est-ce que c'est français? Non, cette fois-ci, ce sont des fonds français qui sont intervenus. Il n'y avait pas de fonds étrangers, notamment Euraseo. Enfin, c'était des fonds qui suivent l'entreprise quasiment depuis le début. Bon.
Et cet argent, quoi est-ce qu'il va servir, ces 500 millions d'euros de levée? On imagine pour accélérer le développement. J'ai dit présence en France, 50 millions d'usagers, 10 millions en Allemagne et depuis peu ouverture en Italie, c'est ça, hein? C'est ça, en Italie, ils ont racheté une entreprise. Il y a deux axes, mais c'est assez classique pour une start-up. Il y a l'axe du développement interne, c'est-à-dire ouvrir de nouveaux services. Et là, on le disait, il y a beaucoup de choses à faire. Et d'autre part, partir à l'international. Et quand on part à l'international, si on veut accélérer les choses, c'est préférable d'acheter des acteurs locaux. C'est ce qu'ils ont fait notamment en Italie. Ils ont acheté un acteur local, un équivalent de Doctolib, mais beaucoup plus modeste. Et ça permet évidemment d'accélérer la progression, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Doctolib est né en 2013, a été créé en 2013, et ça a été pendant 5 ans à 7 ans un travail de fond chez chaque médecin pour les convaincre de s'abonner au service. Alors, une fois qu'il y a une taille critique qui a été dépassée, ça devient beaucoup plus facile, mais au début, il faut quasiment aller les chercher un par un, les clients, et les médecins sont évidemment réticents pour tout un tas de raisons qu'on comprend sur les données qui vont circuler sur ce réseau. Donc, et c'est pour ça qu'il faut embaucher notamment. Très longue haleine. C'est pour ça que notamment, Philippe, qu'il faut embaucher des commerciaux, des ingénieurs, et donc il y a une embauche en masse quand même pour une boîte qui fait 2500 collaborateurs aujourd'hui, qui vise 3500 embauches sur 5 ans, dont 700 dès cette année. Voilà, ça crée de l'emploi aussi, hein. Tout à fait. Alors, ça crée de l'emploi, c'est important, oui. 700 embauches par an, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Ça demande d'ailleurs en interne des ressources importantes pour gérer, parce que c'est pas facile de faire des campagnes de recrutement. Quand on est dans une petite entreprise, on est plutôt attaché à aller chercher des clients que de faire des ressources humaines. Mais en fait, c'est très important, et c'est important chez Doctolib, parce que les profils qu'ils recherchent, notamment dans l'informatique, c'est des profils qui sont difficiles à trouver. C'est une entreprise qui a la réputation d'une entreprise où on travaille assez dur, quoi, et donc il faut y attacher aussi beaucoup d'importance si on ne veut pas que les gens dans ce milieu des startups où les salariés ont tendance à être assez infidèles. Si on veut les garder, il faut aussi les choyer, donc c'est aussi un investissement. Bon, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande pour Le Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.